êtes bien sur la RTG. Les titres du journal. Le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana était récemment à Kindia. Il a visité les infrastructures réalisées au compte de la fête tournante avant de s'entretenir avec les sages de la ville des Agrumes pour les exhorter au maintien de la paix. Et puis, élection présidentielle du 18 octobre, jour J-7, importante rencontre entre la Commission électorale nationale indépendante et les partis en lice, entre autres sujets abordés, le déroulement du processus électoral. Enfin, nous ouvrirons une autre page d'histoire ce soir, c'est l'accès sur la formation au lendemain de l'indépendance de la Guinée, surtout la solidarité africaine manifestée à l'époque pour soutenir le jeune État guinéen. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette grande édition. Le Premier ministre était récemment à Kindia, dans la ville des Agrumes. Là-bas, Ibrahima Kassori Fofana a visité certaines infrastructures réalisées dans le cadre de la fête tournante. Il s'est aussi entretenu avec les sages de Kania afin de les exhorter au maintien de la paix dans la cité. Adi Kamara, reportage. Le Premier ministre à Kindia, la ville fondée par Manga Kindi Kamara, Dr Ibrahima Kassori Fofana vient visiter les infrastructures réalisées par la SONAPI, la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière. Cette autre vision du gouvernement s'inscrit dans le cadre d'un programme présidentiel destiné à construire et restaurer des bâtiments administratifs au compte de la fête tournante de la République de Guinée. Ici, c'est le bureau de la gendarmerie régionale de Kindia. Il est construit en briques de terre stabilisées. Non loin de là, la place des Martyrs. Elle est inaugurée ce samedi par le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana. Sur les 162 ouvrages réalisés dans la région de Kindia, nous avons réalisé exactement à Kindia 40 ouvrages faits de maisons de jeunes, commissariat préfectoral, commissariat régional, place des Martyrs, tribune qui accompagne cette place de Martyrs, résidence du gouverneur, résidence du préfet, et bureau de la gendarmerie régionale, bureau de la gendarmerie préfectorale, et ainsi de suite. Peu avant cette visite, le Premier ministre et sa suite ont conféré avec les sages et leaders religieux de Kindia. Plusieurs sujets ont été développés. La conception des programmes et projets en faveur des populations, la sécurité des personnes et de leurs biens, la stabilité politique, la cohésion sociale, la concorde, la paix et la promotion du dialogue. Ida liman na haida ito ga musulmi ne isa sai man na kanta atina akhi sarafi awala ga tuti lumuluka man tasha'u migena wa man ga ya ba man ke man wa guna wa man ko ta kan wa man ne bi ya mai bi da akurki ibn na ba ko na na saka yitam man ga ya na kan na fan ke madan ibn na so man na hu so man na kan na fa na aya mwesema shembe wallahi ala mangaya soma mbili na kan na hapo anfa mangaya chuchu na kai na kama na ya maya. C'est sur une note de satisfaction que le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana, chef de gouvernement, et sa délégation ont quitté Kindia pour rejoindre Conakry. Du courant domestique pour près de 750 citoyens du district de Matakan à Forêt-Karia, en plus des commodités d'éclairage pour chaque ménage bénéficiaire. 27 lampadaires publics sont implantés, le tout alimenté par un système solaire grâce au programme d'électrification rurale de l'Agnès. Abdul Karim Kamara. À Matakan, la présence de cette ampoule électrique est inhabituelle sur la façade de cette maison. Une première pour Mourogné Souma, qui bénéficie désormais de l'électricité dans son ménage. Pour lui, c'est la fin d'une amertume dans ce télécentre où la batterie de son téléphone n'a jamais connu le circuit normal d'une charge électrique. Mon téléphone, moteur la manara
Dans ce centre, c'est un petit moteur qui supporte plus de 100 téléphones tous les jours. Cela a fini par bousiller les batteries de nos appareils. Avec cette assistance de l'ANIES, les mots nous manquent pour remercier le chef de l'État à travers son gouvernement. Que Dieu le protège. Comme Souma, les autres ménages bénéficiaires n'ont plus à se déplacer pour charger leur téléphone. Tout se fait désormais à la maison. Plus de 750 individus sont assistés par ce programme d'électrification rurale de l'ANIES à Matakan. Mais à côté du courant domestique, les 3000 âmes de la localité dans l'ensemble se frottent les mains. L'ANIES a aussi doté le village de poteaux de réseau et d'éclairage public. Autour de cette installation, par exemple, tout le monde retient son souffle. Ici, à part la torche et la lampe, on ne connaissait pas la lumière produite par le courant électrique. Nous ne pouvons que nous en réjouir, car c'est un plus dans l'amélioration de nos conditions de vie. Ce geste à caractère social du chef de l'État nous va droit au cœur. On a travaillé avec le ministère de l'Énergie, on a choisi les villages en fonction du niveau de pauvreté et du fait qu'il n'existe pas, comme ici à Matakan, de projet gouvernemental d'électrification pour les 20 prochaines années. Il n'y avait aucun projet du gouvernement pour électrifier Matakan. Ce sont ces critères qui ont prévalu de manière absolument objective dans le choix des villages. Ce champ solaire photovoltaïque tient tout le réseau avec 6,5 kW crête. En tout, l'ANIES a implanté 27 poteaux de réseau et d'éclairage public à travers tout le village. Tout sur le barrage moderne de Soapiti, ses caractéristiques, son plan de gestion environnementale et même sa complémentarité avec Caleta. C'est dans un magazine dont voici un aperçu pour vous. Tous réalisés sur le concours, Soapiti est conçu en intelligence avec Caleta. Très écolo, il consomme presque la même quantité d'eau que Caleta pour tourner à plein régime et produire ses 450 MW, soit 572 mètres cubes par seconde. Avec une maîtrise parfaite de l'eau, Soapiti est capable de libérer juste la quantité nécessaire pour Caleta à travers ses énormes vannes et résoudre ainsi le problème d'étiage et ses galères d'eau. C'est un dispositif dans la conception de Soapiti Caleta qui sert au cas où, c'est-à-dire avant le démarrage de Soapiti, de faire fonctionner Caleta. Et pendant le fonctionnement de Soapiti, s'il arrive que la centrale soit à l'arrêt, c'est ce dispositif qu'on va utiliser pour faire fonctionner Caleta. En ouvrant des portes, je vais utiliser le mot porte, sinon le nom c'est des vannes. C'est des énormes vannes qui pèsent 300 tonnes, la première, et plus de 120 tonnes la deuxième. Et c'est la même quantité d'eau, elle est calculée pour le besoin d'énergie à Caleta. Aujourd'hui, on a l'impression que le jet est énorme, comme je viens de dire, mais on est autour de 350 m3 secondes, alors que sa capacité réelle, c'est 1000 m3 secondes. Il y a 2 trous, ça fera 2000 m3 secondes. Magazine sur le barrage de Soapiti. La remise des copies de PV ainsi que l'affichage des résultats. Non, en fait, l'anomalie, c'est tout le processus électoral. En fait, c'est par rapport aux différents, la distanciation des centres de vote par rapport aux populations, les quelques difficultés rencontrées, notamment sur le déploiement des partis politiques sur le terrain, avec les autorités locales. Après le vote, la liaison entre les bureaux de vote, les commissions de réception, de transmission des procès-verbaux et les commissions administratives de centralisation des votes est l'un des trajets les plus sensibles dans l'organisation d'une élection. La sécurisation de ce circuit crédibilise le vote. On a pu échanger, nous attendons. Une promesse nous a été faite, nous espérons qu'ils tiendront promesse. Et ensuite, ça y va dans l'intérêt de la Guinée. La paix et la concorde dépendent de cette discussion régulière que l'on doit avoir avec l'institution afin que nous puissions trouver des solutions heureuses pour l'ensemble des parties prenantes.
Cet échange entre la Commission électorale nationale indépendante et les partis en lice vise non seulement à faire le point sur le déroulé des opérations, mais également à recueillir les observations et suggestions pour une élection crédible et des résultats acceptés de tous. Lutte contre le Covid-19, des équipes de dépistage dans les gares routières de Conakry installées par l'ANSS, elles ont pour mission d'examiner tous les voyageurs en partance pour l'intérieur du pays. Amadou Touré. Convaincu que la propagation du Covid-19 est beaucoup favorisée par les déplacements des populations, l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSS a installé des équipes de dépistage suivies de distribution des masques à tous les passagers de 5 gares routières de Conakry. Pour s'assurer de leur fonctionnement réel, une équipe mixte composée des agents de la direction de la santé de la ville de Conakry, de l'Organisation internationale pour la migration OIM et de l'ANSS visite les sites. On a fait prélèvement, après on décide de passer l'autre côté là, d'aller attendre le résultat là-bas. Après on nous a trouvé là-bas, on nous a donné notre test négatif. C'est très très important en voyageant de venir faire prélèvement, en voyageant pour assurer que vraiment tu n'as rien à voir d'aller contaminer les gens à l'intérieur du pays. Tout se passe bien, seulement ce qui m'inquiète, la baisse là. Et si nous voyons toujours les véhicules sortir, et si réellement on n'arrive pas à prendre les responsabilités, une personne testée, une personne qui est là positive par exemple, il s'embarque dans un bus où il y a plus de 80, et la personne là, il y a toujours le frottement, qu'est-ce qui va se passer? Combien de personnes seraient en contact et comment ceux-ci vont se débarrasser de ça? Ils sont maintenant à l'intérieur du pays. Malgré ces inquiétudes, les responsables de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de la direction de la santé de la ville de Conakry saluent la démarche et trouvent satisfaisants les résultats de l'opération. Nous nous sommes rendus compte que tout se passe très bien dans le cadre de la collaboration entre les différents segments qui, n'est-ce pas, travaillent sur les sites. Nous avons profité justement de cette visite pour interpeller ces équipes à mettre un accent particulier sur le port de bavette qui est aujourd'hui le plus grand défi en matière, n'est-ce pas, de communication dans le cadre de la riposte. Tant le relâchement est perceptible, n'est-ce pas, dans le respect de ce geste barrière. On a vu aussi le syndicat qui est très actif à leur côté. Donc le travail en équipe, ça marche. Parce que si la santé se transporte sur un lieu de gare routière ou de transport, il faut qu'on soit accompagné par les autorités qui coiffent cette gare routière. En dépit de la levée de plusieurs mesures par le gouvernement dans le cadre du déconfinement, les responsables de l'ANSS et autres spécialistes recommandent toujours le port des masques et le respect de la distanciation sociale dans l'éradication du Covid-19. Et puis, ouverture à Doko à Sigiri d'un centre moderne d'apprentissage en couture. Le projet est financé par le Fonds de développement économique local FODEL et est exécuté par un groupement local. Ce centre de métier est fait pour diversifier les activités dans cette commune rurale. Valérie Talimane. Localité connue pour ses intenses activités aurifères, aujourd'hui Doko embrasse d'autres domaines d'intérêt économique. La jeunesse explore l'entrepreneuriat. C'est le cas de ce jeune qui décroche 84 millions de nos francs du FODEL pour la création d'un centre de formation professionnelle sous le label de son groupement Seke Djigimafa, une organisation d'appui au développement communautaire. Nous vivons dans une zone hétéroclite où il y a toutes sortes de personnes qui viennent. C'est pourquoi mon groupement s'est très tôt inscrit dans ce domaine. Ici, nous allons faire la couture de tout genre, bien entendu la couture hommes et femmes. Sur ce, il y a la broderie moderne, il y a la couture simple, il y a l'aide, vente des matériels de couture et accessoires. Tous les processus ont été balisés, le montage des projets, la constitution des dossiers, la validation par le comité conjoint et aujourd'hui, ils sont en activité. Projet jeunes, c'est 12, projet femmes, c'est 13. C'est les 25 projets qui ont été financés par le FODEL dans la commune rurale de Doko.
à la hauteur d'1,775 milliard. Né d'une volonté gouvernementale, le FODEL est destiné à compenser les impacts de l'activité minière. Grâce à une synergie d'action entre les départements directement impliqués, notamment les ministères de l'administration du territoire et celui des mines et de la géologie, près de 200 milliards de nos francs sont mobilisés sur l'ensemble du pays. Ces 200 milliards sont des ressources disponibles déjà au niveau des collectivités. Les répartitions ont été faites entre les différentes collectivités. Les formations préalables à l'utilisation des fonds ont été réalisées. Le manuel de procédure diffusé. Et aujourd'hui, nous commençons à voir un peu partout des projets de pêche, de menuiserie, des projets agricoles, ce projet de couture, des projets en saliculture, vraiment dans tous les domaines de développement économique à la base et surtout des domaines qui contribuent effectivement à l'autonomisation des jeunes et des femmes, comme quoi la priorité donnée aux jeunes et aux femmes durant les mandats du président n'est pas qu'un vain mot. Avec la création de ce centre professionnel de couture ainsi que d'autres projets d'intérêt économique, la jeunesse de Séké, en particulier les jeunes dames, pourrait sortir du traditionnel métier de l'orpaillage, ce qui devra permettre la diversification des revenus et accélérer le développement communautaire. On reste à Siguiri où l'agence préfectorale de la Caisse nationale de sécurité sociale a été inaugurée par Hadja Diéné Kondé, la première dame de la République. Au même moment, celle de Kissoudjougou a été aussi inaugurée par le haut représentant du chef de l'État. Maurice Sidibé, reportage. Non loin du bloc administratif de la préfecture, le bâtiment majestueux du nouveau siège de l'agence de la Caisse nationale de sécurité sociale de Siguiri s'impose. La bâtisse a été inaugurée par la première dame de la République. Le bâtiment comporte 4 bureaux, des logements, des douches internes et un bloc de latrine extérieure. Les travaux de construction ont duré 8 mois. Avant, vous avez vu l'image de l'ancien bâtiment. Et par rapport à ce bâtiment flambant neuf, rien que le bâtiment donne une assurance aux partenaires sociaux. C'est un principe phare de l'AISS qu'il faut offrir un cadre de travail décent aux travailleurs de la sécurité sociale pour qu'eux-mêmes puissent bien faire leur travail et s'occuper des assurés sociaux. Avant Siguiri, l'antenne de la préfecture de Kissoudjougou a été aussi inaugurée par le haut représentant du chef de l'État. La réalisation des antennes locales de la CNSS est un projet de la direction générale de l'institution qui vise à améliorer le cadre de travail et offrir un environnement idéal aux partenaires dans le paiement des cotisations sociales. L'Hadj Malik Sankon a bien voulu instituer une nouvelle politique de gestion. La gestion axée sur les résultats. Vous ne pouvez pas donner des contrats d'objectifs à des collaborateurs. Ils n'ont pas où s'asseoir, ils n'ont pas la capacité de recevoir à travers les préfectures les grands directeurs qui sont les directeurs des sociétés minières, des sociétés d'exploitation. Aussi, on ne peut pas dire aux gens de venir payer les prestations que sont les pensions, les sécurités sociales, toutes les prestations que nous servons, les accidents du travail, la maladie professionnelle, sans donner le cadre idéal pour que les gens viennent là où ils doivent s'abriter pour que ces prestations soient servies. Et je voudrais, au nom de la population de Kissoudjougou, mais surtout au nom de la haute autorité, encourager la direction générale de la Caisse à continuer à déployer ce genre d'efforts pour, n'est-ce pas, décentraliser le plus que possible la politique sociale très chère au président Alpha Condé. Avant la fin de 2021, les 33 préfectures de la Guinée seront dotées chacune des antennes de la Caisse nationale de sécurité sociale.
Une certaine idée de l'Afrique. Quel enseignement les jeunes peuvent-ils tirer de ce livre du président Alpha Condé? La question était le thème central d'une conférence débat à l'Institut supérieur et agronomique de Farana. Étudiants, enseignants, chercheurs et autorités ont directement échangé au téléphone avec l'auteur, professeur Alpha Condé. Reportage Ansouman Toumani Kamara. À l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, c'est au cours d'une conférence débat que les étudiants et les enseignants-chercheurs ont davantage découvert l'ouvrage intitulé « Une certaine idée de l'Afrique » du président Alpha Condé. Ce livre d'entretien médiatique a permis à l'auteur de répondre à 170 questions condensées en 3 parties. Nous sommes aujourd'hui à Farana pour échanger avec les étudiants, déposer le livre à la bibliothèque pour que les étudiants puissent s'approprier vraiment du contenu de ce livre. Ce que j'aime de lui particulièrement, c'est sa patience, son honnêteté morale et son amour pour la vérité. L'exposé des conférenciers a donné l'occasion aux étudiants et enseignants-chercheurs de l'ISAF de Farana d'échanger sur les grandes lignes de cet autre ouvrage du président Alpha Condé. Une idée de l'Afrique véhicule aussi 5 messages clés à l'endroit de la jeunesse. Des enseignements qui ont pour nom l'engagement patriotique, la patience, la constance dans le combat, le comportement pacifique ou la tolérance. Il nous a aussi dit d'être patient, parce que c'est son arme à lui, donc d'être patient avec les autres, avec nos proches, avec nous-mêmes, pour avoir un lendemain meilleur. J'ai compris au fond de moi que le professeur Alpha Condé est un baromètre de la démocratie et c'est quelqu'un qui appelle à l'unité nationale. Et aujourd'hui, de ces passages qu'on a véhiculés aujourd'hui, les messages qui ont été véhiculés dans la salle sont des messages de paix, surtout de patience. Cette session de partage d'idées autour du livre « Une certaine idée de l'Afrique » a donné la chance aux étudiants et aux enseignants-chercheurs de l'Institut de Farana d'avoir des échanges téléphoniques directs avec l'auteur, le président Alpha Condé. Oui, les gens vous écoutent, monsieur le président. Vous pouvez parler. Oui, vous pouvez parler. Une autre question, chômage et sous-emploi des jeunes diplômés. Quelle réponse rapide pour élever le niveau d'apprentissage et surtout faciliter les insertions professionnelles? Le gouvernement et ses partenaires optent pour la formation continue. 250 jeunes, dont 200 de l'Institut supérieur de l'éducation de Guinée, sont les premiers ciblés. Alpha Isiagaba. C'est une bouffée d'oxygène pour ces jeunes diplômés en quête du premier emploi. L'adéquation de leur formation académique au marché du travail jusqu'ici un problème est effective. La première cohorte de 200 sorties de l'Institut supérieur de l'éducation du Guinée, ISEG, a appris durant 3 mois l'intelligence émotionnelle, les mémoires ou la posture de l'enseignant. Cette formation que nous venons de suivre, de terminer aujourd'hui, a renforcé nos compétences dans le domaine de l'enseignement. Ça nous a permis de connaître un certain nombre d'éléments dans l'enseignement qu'on ignorait. Je demande donc aux récipiendaires de transmettre généreusement les compétences acquises à leurs futurs apprenants. Les portes de l'école privée leur sont largement ouvertes. Cette formation réalisée par le cabinet K-Concept et Associés s'inscrit dans le programme baptisé E2E du projet Bossège, mis en œuvre par l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. L'objectif est de révolutionner l'apprentissage en Guinée et booster le capital humain. La particularité de cette formation, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois déjà que nous accompagnons les enseignants. La particularité de ce projet, alors, par rapport au module enseigné, c'est que nous avons essayé d'apporter des modules qui vont faire en sorte que les enfants, comme je vous l'ai dit, ce qu'ils vont recevoir, apporter la posture de l'enseignant que les enseignants n'avaient pas jusqu'alors, apprendre aux apprenants comment gérer une classe. Notre exigence est que les centres de formation d'abord soient en partenariat avec les entreprises de formation et à partir de là on définit les compétences et c'est ce qui a été fait. Là l'association
des fondateurs d'écoles privées et puis d'autres entreprises dans le domaine de la logistique et du marketing. C'est eux qui ont dit les compétences qu'il faut donner aux jeunes. Donc notre attente, c'est que les jeunes comprennent ça et qu'ils puissent intégrer des entreprises, que ce soit celles-là ou les entreprises partenaires. Pendant cette formation continue, 250 jeunes étaient concernés, dont 25 commerciaux et 25 en transit douane. L'opération va se poursuivre avec à la clé la formation de 300 autres jeunes en vue de faciliter les opportunités d'embauche. Je vous le disais dans les titres, la formation était au cœur du système éducatif de la Guinée au lendemain de son choix pour la liberté. Elle devrait être assurée par les nationaux, mais en tant que premier État indépendant d'Afrique francophone, le pays ne pouvait pas assurer cela tout seul. Et c'est là que s'est jouée la solidarité des peuples africains à travers l'envoi des étudiants noirs pour prêter main forte au jeune État indépendant. Francis Collier. Dès l'indépendance, la Guinée a voulu former l'homme nouveau, un concept idéologique dans un contexte de lutte anti-néocolonialiste âpre et d'affirmation d'identité culturelle africaine. De réformes difficiles et courageuses ont lieu. Les langues nationales sont introduites à l'école de 1966 à 1984. Au niveau supérieur et technique, le départ brutal des agents de l'administration coloniale est comblé par la solidarité des pays amis et des étudiants africains. C'était en octobre. Les enseignants qui étaient destinés à la Guinée étaient dans le bateau. Ils arrivaient sur Conakry. L'État français a décidé de les détourner pour les envoyer, je crois, en Côte d'Ivoire. Il fallait répondre à la question de savoir comment trouver des enseignants pour les jeunes Africains, pas seulement des Guinéens. Il y avait des Sénégalais, des Burkinabés, il y avait toutes sortes de nationalités. Ils ont pris leurs avions, ils sont venus à Conakry pour donner des cours à la place des enseignants français. Cette solidarité africaine s'est prolongée, beaucoup d'entre eux sont restés d'ailleurs, certains sont devenus membres du gouvernement guinéen, tels que Sénanion Béanzin, Mac Lorraine, il y a des grands esprits là-dedans, tels que le professeur Kizerbo du Burkina Faso, qui était un professeur de géographie. La langue française réintègre à nouveau le système primaire et secondaire sous le manteau programme d'éducation pour tous. Des enseignants sont recrutés et formés pendant 3 mois pour faire face aux nouveaux défis. Nous sommes dans les années 90. Comme dans un laboratoire, d'autres programmes seront expérimentés avec des résultats divers. Certains établissements développent leurs propres programmes. Le vent du libéralisme souffle fort. En 2007, la Guinée entre dans un nouveau système de formation au niveau supérieur. Le LMD, licence, master et doctorat. Un nouveau saut dans l'inconnu. Le système LMD, c'est le système licence, master, doctorat, et qui est une exigence d'assurance qualité. C'est-à-dire que l'apprenant est situé au centre même de son savoir. Lui-même, il participe à la construction de son savoir et l'enseignant est là comme un simple facilitateur. Et là-bas de tout ça, il faudrait qu'il y ait l'électricité et l'eau couramment pour soutenir les appuis scientifiques et technologiques. La dépréciation du niveau de formation est le constat de tous. De nos jours, la quête du modèle parfait est relancée sous la formule « adéquation de la formation à l'emploi ». L'exigence qualité dans l'enseignement est de retour. La maîtrise des effectifs, la formation des formateurs et l'évaluation des programmes deviennent des priorités du moment. Une autorité nationale est créée à cet effet. La course contre la montre est engagée pour remettre les fondamentaux d'une formation technique et supérieure en phase avec les besoins de développement du pays. Cela exige encore des sacrifices et de la patience.
Élection présidentielle et appel à la paix, les épouses militaires et paramilitaires et les femmes des forces de défense et de sécurité organisent à leur tour une lecture du Saint-Coran. Elles visent le renforcement de la cohésion sociale des Guinéens. Reportage, sergent-chef Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Dans le souci de préserver la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale en Guinée, l'Association des épouses militaires et paramilitaires, en collaboration avec les femmes des forces de défense et de sécurité, ont organisé ce vendredi une cérémonie de lecture du Saint-Coran dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo, une initiative de haute portée saluée par la hiérarchie militaire. On a l'habitude déjà de faire la lecture du Coran par unité, par camp. On a tout simplement pensé à élargir, regrouper tout le monde sur place, non seulement pour demander la grâce de Dieu pour la paix et la tranquillité pour la Guinée, mais aussi pour que le bon Dieu accepte d'épargner notre pays de la pandémie qui séjourne encore en Guinée. Cette année, c'est une année électorale. Les armées sont apolitiques. Notre mission est claire. Il s'agit de défendre l'intégrité territoriale et protéger la population avec ses biens. Qu'une initiative de ce genre vienne de nos épouses, c'est très salutaire, c'est très bon. Ça va dans le sens de la paix, dans le sens de l'unité, de la cohésion, dans le sens de la protection de notre pays, de nos populations, mais aussi la protection des militaires avec leurs familles. Au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence des leaders religieux, d'éminentes personnalités civiles et militaires, le Saint-Coran a été lu plusieurs fois pour implorer la grâce divine afin que Allah, le Tout-Puissant, continue à protéger la Guinée et les Guinéens. Nos forces de défense et de sécurité sont redevenues des forces républicaines. Leur rôle régalien étant la protection des citoyens et la préservation de la paix, c'est à ce titre que les forces de défense et de sécurité, femmes, ont décidé ce matin d'apporter leur contribution par nos traditions à travers une lecture du Coran pour toujours continuer à préserver la paix et la quiétude dans le pays. Depuis sa mise en place, cette association, en collaboration avec les femmes des forces de défense et de sécurité, ont toujours réalisé des actions d'envergure de développement socio-économique et culturel du pays. Cela pour une Guinée unie et prospère. Fini ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Ce fut un plaisir pour moi de vous servir pendant ce week-end. Très bon début de semaine à tous et à bientôt.